Au milieu des étendues de plaines et de forêts de Carmina, la glorieuse cité de Lunaris illumine toutes les contrées de ce monde de sa savante lumière et de sa douce prospérité. Elle attire à elle les plus sages et les plus érudits, les étrangers en quête de savoir ou d'aventure. Quiconque veut voir son nom inscrit dans la légende passe par Lunaris, car la ville n'a d'égal que la lointaine capitale, Solaris. Les dieux célestes ont permis au temps de construire une solide alliance commerciale entre les deux centres de Carmina, assurant paix et richesse à tout le pays. Les aventuriers se réveillent encore une fois à l'aube. Tous sont remis du combat de la veille. Ils partent donc sans tarder vers le deuxième endroit indiqué par Arbaïr, le père de la dernière victime. En arrivant devant la grande forêt, ils comprennent que la tâche sera longue. Les arbres centenaires s'étendent à l'infini devant eux. Bien qu'accueillantes et rayonnantes, ainsi baignées du chant des oiseaux et de la lumière du soleil, les 5 aventuriers ont assez d'expérience de la route pour savoir que caché sous ces verts ramages se cache le royaume des ombres, des bêtes sauvages et peut-être même des créatures magiques. Un repère idéal et peut-être même impénétrable pour un meurtrier. Tous les 5 s'enfoncent lentement au milieu de la vie luxuriante et paisible de la forêt. Le soleil poursuit sa course céleste au-dessus de la canopée, à travers laquelle elle perce une douce lueur. Rien ne vient troubler la marche du petit groupe, jusqu'à ce qu'enfin ils aperçoivent une cabane. La petite maison semble s'écrouler sous le poids de trop nombreux printemps. Ils estiment finalement que c'est le logis du trappeur dont on leur avait parlé au village. Après avoir frappé à la porte plusieurs fois en vain, Torchwood prend son élan pour enfoncer la porte. Soudain, un elfe les interpelle depuis le haut d'un arbre. Après quelques questions, le trappeur leur fait remarquer qu'il n'est presque jamais en contact avec le village. Il n'est donc que peu informé sur la situation actuelle. Il finit par se rappeler de cette Félise qui se baladait parfois dans la forêt. De la même manière que le gnome et le pêcheur, il avait vu cette ombre la suivre, dont il est si difficile de se rappeler. Le groupe finit par tout simplement demander à l'elfe quelle créature de la forêt pourrait être coupable du meurtre. Mais la liste est bien trop longue. Les prédateurs sont légion, sans parler des brigands et des êtres magiques inconnus de tous. Il y a toutefois un endroit, à quelques heures de marche, qui se démarque des autres dans cette région de la forêt. Une grotte habitée, perdue au milieu de nulle part. Les aventuriers remercient l'elfe, puis s'en vont dans la direction indiquée. Le manque d'indices les laisse quelque peu confus. Après s'être restaurés, ils arrivent enfin à la grotte évoquée plus tôt dans la journée par le trappeur. La grotte s'enfonce de quelques mètres sous terre en un petit tunnel. Sur les parois, des torches froides laissent penser que l'endroit a été abandonné. Torchwood passe devant, sa hallebarde à la main pointée vers les ténèbres qui résistent à la lueur de sa torche. Bafar se positionne près de lui, suivi de Haralyn et Itokage. Erdag reste à l'entrée pour veiller sur leurs arrières. Il semble presque invisible, ainsi tapi dans l'ombre.
et pourtant ses yeux d'elfe perçoivent chaque frémissement de la brise. Ses talents d'éclaireur militaire lui servent à nouveau pour la première fois depuis longtemps. Les 4 autres s'aventurent dans les entrailles de la Terre, en allumant progressivement les torches murales. Ils parviennent rapidement dans une grande salle circulaire. Une table et des babioles parsèment la pièce. Au centre, un grand autel, ensanglanté. Et au fond, une cage. En s'approchant de cette cage, ils arrivent à voir une forme méconnaissable. En accrochant une torche à la hallebarde du sang-dragon, ils reconnaissent finalement un humanoïde. L'être recroquevillé ne réagissant nullement aux appels, Araline a une idée. Il sort un morceau de roseau de son sac et l'agite devant la créature. En effet, lorsque les aventuriers étaient allés à la mairie pour demander une récompense, les gardes n'avaient, certes, pas accepté le roseau comme gage de bonne volonté, mais au moins, ils avaient réagi. Ce plan ingénieux montre rapidement sa futilité. Dans le doute, personne n'ouvre la prison, car l'autel ensanglanté qui trône au milieu de la pièce est un avertissement éloquent sur ce qui peut bien se trouver dans cette cage. La première étape consiste donc à fouiller un maximum à la recherche d'indices sur le prisonnier, celui qui l'a enfermé, et bien sûr, le meurtrier. Les objets dans la pièce sont peu révélateurs. Mais Araline découvre un petit coffret dans une cavité. En l'ouvrant, il trouve un parchemin, une clé et plusieurs pièces d'électrum. Les précieuses pièces disparaissent très vite dans la bourse de la Azimar, qui s'empresse de montrer la clé et de lire le parchemin. La note parle d'une sorte de rituel étrange qui, selon l'auteur, arrive à son terme, et que le résultat changera le monde à jamais. De plus, il précise qu'il a pris un fouineur la main dans le sac et l'a jeté en prison. Le prisonnier mourra sûrement de faim. La note est signée Etas. La prison est finalement ouverte. Le nain et le guerrier passent devant pour encaisser une potentielle attaque ennemie. La créature est un frêle homme-chat évanoui sur le sol. Il a l'air d'un jeune adulte, mais étant donné la courte vie des Félis, il ne doit pas avoir plus de 13 ans. Lorsque les aventuriers réussissent à le réveiller après plusieurs vaines tentatives, le prisonnier semble complètement perdu. Il ne sait pas pourquoi il est là, il ne se rappelle même pas de son enlèvement. Il se présente. Il s'appelle Vadim Dragomirov. Il a appris la science des arcanes et la magie en fouinant et en testant tout ce qu'il pouvait. Il erre aujourd'hui sans but pour fuir la colère que ses expériences désastreuses ont pu provoquer. Son désir de justice le pousse à rejoindre le groupe en entendant la raison de leur venue. Après avoir récupéré ses affaires, Vadim suit les autres pour rejoindre Yardak dehors. L'elfe les arrête. Quelque chose, dissimulé dans les buissons alentours, les attend. 4 reptiles aux allures d'oiseaux déplumés s'avancent dans la clairière en les encerclant. Ils sont aujourd'hui 6, mais le combat est inévitable. Yardak réagit en premier d'un trait de glace qui atteint la première bête sur sa gauche, sans résultat apparent. Bafar arme son arc brusquement en visant le même monstre. Mais la force du nain déchire la corde, rendant l'arme inutilisable. Torchul attrape son marteau
et s'élance vers la droite pour attirer à lui 2 ennemis. Hitokage dégaine ses dagues en chargeant la créature déjà touchée par l'attaque magique de Hirdag. Araline s'élance à sa suite, épée en main. Le demi-dieu et le demi-démon frappent de concert le monstre, qui encaisse les coups sans broncher et réplique immédiatement à coups de crocs et de griffes. Araline est blessée au bras. Hélas, la blessure prend une couleur étrange. La peau et la chair deviennent peu à peu de la pierre. Horrifié, Araline lutte tant qu'il peut contre cette magie ignoble. Heureusement, la pierre se résolve doucement. Ces créatures sont des Cocatrix, tristement célèbres pour leur pouvoir pétrifiant. Une deuxième charge Hitokage qui se fait mordre lui aussi. Cette fois, la pierre se propage à toute vitesse, le figeant en plein combat. La rage continue de brûler inutilement dans les yeux du Tieflin impuissant contre ce poison étrange. Les 2 autres Cocatrix chargent Torchul. Les griffes et les crocs rebondissent sur la côte de maille du sang-dragon, qui répond à grands coups de marteau. Vadim, encore engourdi par sa période de captivité, court vers la créature blessée et l'attrape à une main. Mais l'attaque magique qui devait suivre ne vient pas. Hirdag vient à la suite pour tuer ce monstre à la résistance effrayante. À 4, frappant tour à tour sur la même, ils parviennent à la tuer. Torchul s'inquiète lui aussi de la résistance des Cocatrix. Si une seule griffe l'atteint, il risque de finir comme Hitokage. Il décide d'essayer quelque chose. Il recule de quelques pas et crache une grande langue de feu sur les 2 ennemis qui l'attaquent. Les bêtes hurlent de douleur sans trépasser. Elles cherchent de plus belle comme des furies acharnées. Bafar s'attaque à la Cocatrix qui a figé Hitokage. Son épée entame le cuir étrange et arrache un filet de sang. Vadim fait également volte-face et attrape la créature. Il décharge immédiatement sa magie d'un simple mot sous forme d'éclair d'encens. Ce traitement n'est pas du goût du monstre, qui ouvre ses mâchoires pour décapiter le Félis. C'était sans compter sur Araline, qui a réussi à transpercer de part en part la Cocatrix juste à temps. Pendant ce temps, le sang-dragon encaisse encore et toujours les attaques effrénées des 2 autres monstres restants. L'une des créatures finit par mordre à travers l'armure de Torchul au bras. Mais le poison ne fait pas effet. Il s'écoule un moment de réflexion, pendant lequel le guerrier regarde la bestiole pendouillée à son avant-bras. Il la décroche et lui écrase la tête à coups de marteau. Le dernier monstre encore en vie subit l'assaut de tous les aventuriers encore en état de combattre. Sans surprise, il n'y a rien à récupérer d'intéressant sur les carcasses des Cocatrix. Torchul arrache quand même l'une des têtes et la range en attendant de l'ajouter à son armure. Les autres s'assemblent autour de la statue de Hitokage. La seule personne qui pourrait peut-être avoir les connaissances nécessaires pour sortir le Tieflin de la pierre est ce gnome, qui avait lancé une boule de feu sur Araline et Bafar. Recourir à ses services pourrait s'avérer difficile. Araline et Bafar restent donc sur place pour protéger la statue. Hirdag, Torchul et le nouvel équipier, Vadim, doivent retourner au village et trouver un moyen d'arranger la situation. Le temps de retourner à la civilisation, la nuit tombe. Les 3 aventuriers se rendent directement à l'auberge. L'aubergiste sourit en apercevant le nouveau client. Il leur sert un repas chacun, puis leur propose des chambres, comme d'habitude. Hirdag finit par mettre son racisme de côté et accepter comme Torchul, qui s'en va brûler son crâne de Cocatrix dans la cheminée. Vadim Dragomirov refuse net en entendant le prix. Il préfère aller planter sa tente et que part dans un champ. Devant la grotte, dans la forêt, Bafar et Araline organisent un tour de garde autour du feu. En absorbant leur ration, ils proposent encore et encore des solutions à la stase minérale de Hitokage. Avec ce nouveau magicien parmi eux et la découverte de la grotte, l'enquête des aventuriers semblait enfin avancer. Hélas, en contrepartie, ils rencontraient déjà des difficultés et un premier blessé grave.
alors que l'identité du meurtrier était encore incertaine. De plus, le parchemin laissait entendre que cette histoire dépasse de loin cette petite bourgade de Linares. Pour le savoir, les 6 aventuriers devront continuer à plonger dans la tourmente des mystères de Carmina.